Bien. Euh, si tout le monde est là, ce qui semble être le cas, on va pouvoir commencer ce conseil municipal. Euh, avant de vous proposer d'adopter le compte-rendu du conseil municipal du 7 octobre, euh, souhaiter la bienvenue au public qui assiste à cette séance du conseil municipal tout à fait inédite sous forme de conférence numérique. Euh, je les remercie de participer à cette séance du conseil. Je leur demande de peut-être être un petit peu indulgents si techniquement on n'est pas encore tout à fait au point. On essaiera de s'améliorer les prochaines fois pour qu'ils puissent avoir l'ensemble des débats de manière claire et distincte. Euh, c'est donc un conseil municipal, je l'ai dit, qui se réunit dans une situation inédite. Il y avait, vous le savez, la possibilité, dans le cadre de la loi d'urgence sanitaire, de ne pas faire de conseil municipal, puisque, encore une fois, la loi redonne des pouvoirs extrêmement étendus au maire qui peut simplement prendre toute décision et en informer le conseil. Ce n'est pas le choix que j'ai voulu faire et que nous avons voulu faire dans cette période, puisque la loi nous permet également soit de se réunir en présentiel mais sans public, soit de faire une réunion dématérialisée et de pouvoir la retransmettre pour que le public assiste au débat. C'est le choix que nous avons fait, c'est de continuer à travailler malgré cette situation compliquée, de faire vivre notre démocratie municipale et aussi de permettre effectivement que plusieurs publics puissent participer à cette séance. Euh, donc, je vais peut-être ouvrir la séance du conseil pour vous dire aussi que, comme la manière dont on va travailler est un peu particulière, ce que je vous propose, c'est que lorsque on devra passer au vote, ça doit être un scrutin public, c'est-à-dire que, il va falloir que vous leviez la main de manière bien visible pour que vos votes soient bien comptabilisés. On procédera de la même manière, on prendra peut-être un tout petit peu plus de temps pour que Anna puisse bien noter quels sont les votes des uns et des autres. Sinon, sur le fonctionnement habituel du Conseil, on va fonctionner comme maintenant on en a un peu l'habitude dans ces réunions en visioconférence. Vous n'hésitez pas à demander la parole euh, quand vous souhaitez la prendre. Anna, je donnerai la parole et c'est Anna qui techniquement vous, vous la donnera. Enfin, vous pourrez ouvrir votre micro vous pourrez ouvrir votre micro pour prendre la parole à ce moment-là. Et bien sûr, vous avez la possibilité d'utiliser le chat si vous avez besoin d'interagir et de pouvoir faire une remarque que vous voulez être prise en compte dans dans le cadre du débat du Conseil. Voilà. Donc, on va commencer ce Conseil municipal. Traditionnellement, vous le savez, il nous faut un ou une secrétaire de séance. Donc, je fais appel aux volontaires. Il y a Asna, Asna qui lève la main. je vois qu'Asna a levé la main. Merci, Asna. Donc, le premier point à l'ordre du jour de notre conseil municipal, c'est donc l'adoption du compte-rendu de notre dernier conseil municipal qui avait donc lieu le 7 octobre 2020. Est-ce qu'il y a des remarques particulières sur ce compte-rendu? Si, s'il n'y en a pas, je vais le passer au vote. Qui s'oppose à ce compte-rendu?
Qui s'abstient? Donc, il est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. On va passer sur les deux premières délibérations qui sont des décisions modificatives sur le budget assainissement et sur le budget annexe chaufferie. Ce sont des délibérations très techniques qui n'appellent pas forcément beaucoup de commentaires. Je vais laisser Anna nous les présenter parce que c'est elle qui va les maîtriser bien mieux que moi et nous expliquer, je pense que c'était une demande de la trésorerie. Exactement, ouais. C'est la trésorerie qui elle-même fait l'objet de vérification par le Trésor public régional qui a signifié qu'il y avait une erreur dans la prise en compte de ce qu'ils appellent les intérêts courus non échus. Donc, ils ont fait des vérifications auprès de plusieurs communes et notamment sur les budgets annexes, puisque c'est une obligation que nous n'avions pas avant. Il y a eu un changement dans la réglementation et donc ils nous ont demandé de nous mettre en règle par rapport à cette évolution. Vous avez vu sur la note de synthèse, en fait, les intérêts non échus, c'est quand on souscrit un emprunt et qu'on commence à payer les intérêts que l'année qui suit. Et donc, pour comptabiliser les intérêts de l'année N qui ne sont pas pris en compte de manière classique sur le budget. C'est très technique. En fait, c'est un article différent où il faut qu'on décompte les intérêts qu'on paye chaque mois auprès de la trésorerie. Donc, comme on avait tout prévu sur le même compte au niveau des intérêts, il faut qu'on prévoie l'enveloppe nécessaire au niveau des intérêts non échus. Vous avez vu donc les deux décisions modificatives qui sont proposées. La première, c'est sur le budget annexe assainissement. Donc, vous voyez sur le petit tableau que je vous ai fait pour bien comprendre. Donc, ce qu'on vous propose, c'est de mettre plus 1 570 € au 66 112, qui correspond au fameux compte des intérêts non échus. Et pour compenser cet ajout, donc on propose de retirer 1 000 € des dépenses imprévues au 022 et 570 € des dépenses autres matières et fournitures, qui, à ce stade d'exécution budgétaire, n'ont pas été mobilisés, donc qui nous permettent de faire cette adaptation. Même chose pour le budget chaufferie-bois, exactement le même principe, sauf que là, la somme est moins importante. Donc pareil, ce qu'il est proposé au Conseil, c'est de rajouter 75 € au compte correspondant et d'enlever 75 € aux dépenses imprévues qui servent justement à ce genre d'adaptation qui nous sont demandées par la trésorerie. Voilà, si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas. Levez la main, prenez la parole. A priori, ça va à tout le monde. On va aller passer une par une. Ouais. Donc, s'il n'y a pas de remarques particulières, c'est vrai que c'est très technique, ça n'a aucune incidence sur nos budgets in fine. Donc, voilà, il n'y a pas de débat forcément à avoir. Est-ce qu'il y a une opposition sur la DM numéro 1 sur le budget annexe assainissement? Non. Est-ce qu'il y a une abstention? Non plus. Donc, c'est adopté à l'unanimité, je vous en remercie. Sur la décision modificative numéro 1, mais qui porte sur le budget annexe chaufferie-bois, pareil, est-ce qu'il y a une opposition? Non. Est-ce qu'il y a une abstention? Non. Donc, c'est adopté à l'unanimité également, et je vous en remercie également. On va passer sur la délibération qui concerne le tarif de l'assainissement collectif. Juste rajouter un mot à mon introduction en préambule du Conseil pour dire qu'on n'a pas préparé des slides supplémentaires. Peut-être qu'on le fera pour une prochaine fois avec un partage d'écran. On s'améliorera. Ça fera partie certainement des options d'amélioration de nos conseils si ça doit se poursuivre comme ça. Mais l'ensemble des citoyens, en tout cas tous ceux qui sont abonnés, ils sont très nombreux à la newsletter de la commune, ont eu la note de synthèse que nous avons tous eu, qui ont été préparés par les services et qui ont été envoyés à l'ensemble des citoyens pour qu'ils puissent prendre connaissance des dossiers préalablement à notre séance du Conseil. Donc, ils ont la possibilité de suivre les débats
avec, avec ce dossier. Donc, sur la délibération concernant le tarif de l'assainissement collectif, vous savez que chaque année, nous devons voter les tarifs de notre assainissement collectif. La spécificité de cette année, c'est que vous vous rappelez certainement l'année dernière, même pour ceux qui n'étaient pas élus, peut-être vous aviez été informés, nous avions renégocié de manière extrêmement serrée, ou même peut-être un peu plus que ça, un peu de manière conflictuelle avec la Sogedo, puisque, je le rappelle, un peu la genèse de cette affaire. Notre assainissement et notre station d'épuration se trouvaient en difficulté sur sa filière de boue, c'est-à-dire sur la filière de récupération des boues de notre station d'épuration, qui sont constituées de bassins plantés de roseaux qui servent à composter en quelque sorte ces lits avant de les curer et de pouvoir les épandre après plusieurs années. Ces bassins ne fonctionnaient pas. En tout cas, ils fonctionnaient très très mal. Et nous avions décidé en 2016, je crois, très rapidement, lors du précédent mandat, d'engager une procédure judiciaire à l'encontre soit de l'opérateur de l'époque qui était la Veolia ou du constructeur de cette station qui s'appelle la SOR. Et dans le cadre de cette procédure judiciaire, nous avions dû arrêter les extractions de boue liquide de notre station d'épuration vers les bassins plantés pour geler en quelque sorte ces bassins le temps d'une expertise judiciaire et du début de la procédure judiciaire. C'est ce qui a été fait, c'est ce qui a entraîné bien sûr un surcoût d'exploitation relativement important à cause de la nécessité de faire donc des extractions par camion de ces boues. Et dans le même temps, nous étions en train de renégocier renégocier. Ça a été une piètre négociation puisqu'on s'est retrouvé très rapidement face à face avec la Sogedo seule, les autres s'étant désistés, pour renégocier le contrat d'assainissement qui a connu une très très forte augmentation du prix de l'eau du fait de l'absence totale de concurrence et de la faiblesse de notre taille de syndicat. Et en plus de ce surcoût initial, nous avons eu un surcoût supplémentaire lié au coût d'extraction des boues liquides qui ont été mis dans le contrat. Et il avait été convenu lors de ce contrat initial avec la Sogedo que lorsque notre filière boue refonctionnerait normalement après l'expertise judiciaire et après le curage des lits et la replantation des roseaux, nous revenions pour nous retrouver pour renégocier un avenant qui permettrait de faire baisser le prix afin de retomber sur un fonctionnement normal, on va dire. Ça a été extrêmement compliqué. Je rappelle un peu tout ça pour les élus qui n'ont pas forcément toute cette historique, et puis pour le public. La Sogedo a fait la sourde oreille pendant plusieurs mois, plusieurs années même, jusqu'au moment où on les a menacés d'aller au tribunal et on a fait jouer une clause de notre contrat qui visait à ce qu'on appelle une commission spéciale, c'est-à-dire de faire venir un expert, là encore judiciaire indépendant, pour pouvoir faire valoir nos droits et que l'avenant soit signé avec la Sogedo. Après cette procédure qui a été très longue, nous avons réussi à obtenir effectivement à tordre le bras de la Sogedo et à obtenir une baisse de 10% pour les abonnés de la commune de la partie assainissement sur la partie délégataire. Et puis dans le cadre de cette négociation liée à la renégociation ardue liée à cette filière boue, il a été découvert
que la formule de revalorisation des prix automatique qui est indexée dans le contrat, comme dans tout contrat, il y a une formule totalement abscon de calcul de la revalorisation des prix. Le département qui nous assiste, les services du département qui nous assistent dans la maîtrise d'ouvrage, dans l'expertise et dans le rapport avec la Sogedo, avait découvert que la Sogedo avait appliqué trop tôt cette formule de revalorisation des prix, c'est-à-dire qu'ils avaient gagné un an en quelque sorte sur le dos des usagers. Et ça représentait à peu près 4 500 € qui avaient été perçus de mémoire en trop, en tout cas payés par les usagers de Saint-Pierre en trop à la Sogedo à cause de cette filouterie en quelque sorte. Et nous étions dans l'impossibilité de pouvoir la redistribuer, à part l'ingérer nous dans notre budget, mais pour pouvoir la redistribuer, ce qui était notre volonté, aux usagers qui avaient trop payé. Il avait été décidé d'utiliser notre part de redevance communale, collectivité, pour pouvoir effectivement avoir une baisse de la même hauteur de 4 500 € sur l'année, pour que les usagers de l'eau s'y retrouvent et récupèrent en quelque sorte ce que nous avions pu gagner lors de cette négociation concernant la formule de revalorisation. Mais lors de cette discussion, lorsque nous avions délibéré, j'avais indiqué qu'effectivement, c'était une délibération qui s'appliquait pour une seule année, puisqu'on avait baissé fortement pour que ces 4 500 € soient remis dans la poche, entre guillemets, des usagers de l'eau de Saint-Pierre, mais que dès l'année prochaine, il conviendrait de pouvoir reprendre le niveau que nous avions préalablement sur le niveau de nos contributions. Donc, c'est cette délibération que je vous présente ce soir, c'est-à-dire qu'il s'agit de revenir simplement à l'état initial de nos niveaux de contribution sans l'augmenter, mais simplement revenir à ce niveau-là, parce que nous avons à faire face, nous aussi, effectivement, à un certain nombre de dépenses à venir qui relèvent de la part communale et pas de la part délégataire, notamment s'il devait y avoir des renouvellements de réseau relativement importantes. Dès que l'on dépasse, je ne me rappelle plus, je crois que c'est 10 mètres dans le contrat, je crois que c'est ça, 10 mètres de réseau, voilà, 10 mètres linéaires, à ce moment-là, c'est la commune qui est chargée de faire ces investissements. Donc, il est nécessaire qu'on ait la capacité à pouvoir réaliser l'entretien et des réparations importantes s'il devait se faire jour. Voilà. Donc, je n'en dis pas beaucoup plus sur cette délibération. Je vous laisse peut-être la parole s'il y avait des questions pour compléter. Puis je dirai peut-être un mot ensuite, après qu'on ait voté cette délibération, sur l'avancée du dossier judiciaire sur le fond, puisque on a eu des assez bonnes nouvelles dans la semaine. Est-ce qu'il y a des remarques ou des questions ? Non, tout le monde maîtrise tout ça, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Bon, donc je vais passer au vote. Est-ce qu'il y a… Je vais attendre que Christian revienne. Ouais. Est-ce qu'il y a une opposition à cette délibération? Est-ce qu'il y a une abstention? Non. Donc, cette délibération a été adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Je vais donc dire un petit mot sur l'état d'avancement de notre recours judiciaire dont j'ai parlé en introduction de cette délibération. Nous avions gagné en première instance au tribunal administratif qui avait reconnu donc la commune comme étant victime, effectivement, et avait condamné la SOR et Veolia de manière solidaire
à venir nous indemniser. Je ne me rappelle plus de mémoire, Anna, mais je crois qu'on avait dû recevoir 7 000 et quelques euros, je crois, quelque chose comme ça. 6 008, donc oui, c'est voilà, ça. autour de 7 000 euros. C'était relativement faible au regard des coûts que nous avions dû supporter sur les extractions de boue liquide, mais c'était faible parce que la Sogedo n'avait pas fourni les factures d'extraction de camions d'extraction de boue, c'est-à-dire le coût réel de ce surcoût, et que nous avions pu fournir en première instance donc que l'estimation que nous avions intégrée dans le contrat tel que négocié avec la Sogedo à l'époque. Et donc, le tribunal nous avait débouté sur la partie purement technique de disant on ne peut pas vous indemniser sur une estimation, il nous faudra du réel et le coût réel. C'est pour ça que nous avions fait appel de ce premier jugement en insistant, et là ça fait partie de la bagarre que nous avions engagée avec la Sogedo. Dans le même temps, vous voyez que tout ça a été compliqué parce qu'on menait tout de front pour que la Sogedo fournisse enfin les factures certifiées conformes des dépenses engagées. Ce que nous avons réussi à obtenir finalement après de longs mois de bataille, de discussion et d'acharnement, mais nous avons pu les produire en appel. Il y a et donc tout ça prend beaucoup de temps, hein, beaucoup de mois de procédure. Cette semaine, je crois que c'est la semaine dernière, peut-être plutôt, la semaine dernière, nous avons eu l'audience qui s'est tenue, et donc nous avons eu la teneur des propos du rapporteur public, du commissaire de la République, qui intervient pour le compte de l'État, du ministère public, et qui généralement donne quand même de très très grandes proportions la teneur du jugement qui est suivi la plupart du temps par les juges en justice administrative. Le rapporteur public nous a reconnus là encore comme victimes et a condamné la SOR, et uniquement la SOR, à nous indemniser à hauteur de 55 000, hein, 55, je crois, Anna, c'est ça, hein, de mémoire. 35 700, oui, oui. Les 55, c'est parce que quand on rajoute ce qu'on a déjà perçu, en fait, voilà. C'est 35 000 en plus de ce qu'on a déjà perçu, enfin qu'on n'a pas perçu, mais sur lequel ils avaient déjà été condamnés en première instance. Et tout cela assorti d'intérêts de retard à partir de 2017. Voilà. Donc, une somme qui normalement devrait correspondre au préjudice que nous avions effectivement enregistré. Donc, on attend le jugement qui doit être rendu maintenant de manière définitive, le délibéré le 30. C'est ça, le 30 novembre? C'est ça, exactement. Le 30 novembre. Mais bon, d'ores et déjà, on est sur une bonne voie. J'en suis très satisfait parce que c'était un combat et un engagement et un travail colossal, à la fois des élus qui ont suivi ce dossier et bien sûr des services de la commune, notamment de la DGS, hein, qui s'est engagée pleinement sur ce dossier, qui a passé de nombreuses heures de travail. C'est aussi le résultat de notre cabinet d'avocats, hein, qui est le cabinet Gaïa, qui est spécialisé dans ces questions et qui travaille, qui est un cabinet parisien. On a su s'attacher les services d'un cabinet d'avocats compétents. Et ma foi, ça doit nous permettre de pouvoir récupérer cet argent et de pouvoir retrouver un peu de souffle financier pour effectivement, comme je le disais tout à l'heure, pouvoir faire face à un certain nombre d'investissements ou de renouvellements, de choses qui seront nécessaires à la fois sur nos stations d'épuration ou sur le réseau. Voilà. Donc, je tenais à le dire pour que
cette bonne nouvelle, on va en attendre la confirmation, soit connue dans le village, parce que moi, je sais que cette question du prix de l'eau qui est extrêmement cher touche tout le monde. Ça ne règle rien sur le fond définitivement. Le fond de la question, c'est notre capacité enfin à convaincre les collectivités qui nous entourent de faire le choix de la régie et donc de la solidarité. Parce que effectivement, notre syndicat des eaux, pour nous, ce qui concerne notre partie d'assainissement communal, nous sommes trop petits pour pouvoir faire ce choix politique qui permettrait effectivement de contrôler et de maîtriser les coûts et les prix de l'eau. Et ce choix, nous ne pouvons pas le faire pour l'instant, sauf à être absolument prohibitif, encore beaucoup plus cher, parce que dans l'incapacité de mutualiser un certain nombre de fonctions support absolument nécessaires. Mais le combat politique reste à mener, à convaincre, à dialoguer. On est, je pense, un peu mieux placé avec de nouveaux élus autour de nous, voilà, qui sont, je pense, plus à même de pouvoir, avec nous, entamer cette réflexion et ce chemin. Voilà. Est-ce qu'il y a des remarques sur ce que je viens de dire ou quelqu'un qui veut en dire un mot de plus? Non, c'est bon. Myriam, c'est bon? Bon, ok. Pourquoi je proposais à Myriam? Parce que Myriam est devenue, vous le savez, vice-présidente de notre syndicat des eaux. Hein, je ne parle pas de la partie assainissement, mais du syndicat des eaux. Bon, on va passer donc on va passer à la délibération concernant l'attribution d'une prime exceptionnelle Covid-19 à nos agents. Bon, vous savez, les agents de la commune sont sur le pont hein, depuis le début de cette crise sanitaire. Ils le sont à la fois pour les services de la mairie et aussi, bien sûr, et peut-être surtout encore pour les services du CCAS, du service d'aide à domicile. Le gouvernement a instauré la possibilité pour les collectivités territoriales de verser une prime Covid. Ce décret permettait d'aller jusqu'à un montant maximum de 1 000 euros et définissait un certain nombre de critères. Nous avons reçu avec Aude les agents de la commune. Pourquoi je dis que de la commune? Parce que je fais un distinguo un petit peu, c'est ce qui vous était mis dans la note de synthèse, avec les agents du service d'aide à domicile qui, après un peu de tergiversation et d'attente, vont enfin pouvoir bénéficier de la prime départementale, de la prime votée par le département, qui s'élève à 1 000 euros. Et que donc, pour tous nos agents et pour beaucoup d'entre eux du SAD, cette prime va s'élever à plusieurs centaines d'euros, pour certaines jusqu'à 1 000 euros. Et j'en suis très, très heureux parce que c'était une injustice flagrante que les seuls personnels qui n'avaient pas pu bénéficier de cette prime dans, on va dire, le domaine du soin, et c'était nos services d'aide à domicile qui, pourtant, avaient fait preuve et font preuve toujours d'un engagement absolument remarquable et méritaient absolument de bénéficier de cette prime, alors que leurs rémunérations font partie des rémunérations les plus basses de la fonction publique territoriale de plus. Voilà. Donc, tout n'est pas réglé là encore sur ces questions de primes.
Reste pour nos aides à domicile à ce qu'elles aient une vraie reconnaissance professionnelle au travers de leur revalorisation de leur grille salariale dans la fonction publique territoriale, une vraie fiche métier, un vrai déroulement de carrière, ce qui n'est pas encore le cas et pas du tout à la hauteur de l'engagement et du travail qu'elles font. Donc ça, c'est une revendication absolument importante et nationale que l'on porte, nous, les services d'aide à domicile, les employeurs, avec les agents, pour effectivement faire en sorte que, enfin, on reconnaisse à travers les dispositifs de maintien à domicile d'État autour de l'APA, notamment, et qui sont départementalisés, on reconnaisse enfin ces engagements et ces compétences professionnelles importantes. Pour ce qui concerne nos agents donc de la mairie, donc là, je parle donc c'est 16 agents, c'est ça, hein? Oui. 16 agents municipaux. Il y a Aude qui lève la main. Juste pour préciser, excuse-moi, une petite précision. Effectivement, dans la prime qui est versée par le département, sont inclus également nos agents administratifs du CCAS, à savoir la directrice du CCAS, Bernadette, et Rachel, qui est donc la secrétaire comptable, et Aline Petit, coordinatrice du SAD. Oui, tout à fait. C'est tous nos agents qui interviennent dans le cadre du service d'aide à domicile. Voilà. De la direction jusqu'aux aides à domicile. Pour ce qui concerne nos agents, nous avons reçu une délégation de nos agents pour discuter de cette prime, en sachant que de manière générale, un peu fondamentale, la commune de Saint-Pierre-d'Aurillac n'a jamais été, comment dire, extrêmement favorable à la logique des primes. Non pas qu'on n'aime pas que nos agents aient un peu plus d'argent à la fin du mois, ils le méritent très largement, mais c'est parce que ça fait des années et des années que le point d'indice de la fonction publique territoriale et de la fonction publique tout court est gelé, que la perte de pouvoir d'achat de nos agents publics est massif et que la reconnaissance qui leur est due sur leur engagement doit passer par une revalorisation, là encore, salariale. Et que la prime, c'est toujours le moyen de se défausser sur cette logique de fond et de plus, les décrets des primes, en tout cas, ou dans le régime indemnitaire, vous savez qu'il y a toujours une part de régime indemnitaire dans la contribution de nos agents, ou dans cette prime Covid, il y a toujours une logique qui nous est demandée de la part de l'État, qui l'instaure, de toujours individualiser toujours plus les rémunérations de nos agents. Qui dit individualisation, c'est quelle évaluation nous devrions faire de l'engagement de nos agents et quelle valeur cela peut avoir. Tout cela relève de beaucoup de subjectivité, nous semble-t-il, et que c'est souvent générateur de division, d'opposition entre agents, et souvent un outil qui, nous semble-t-il, vient fragiliser le statut de fonctionnaire et d'indépendance qui est la leur. Voilà. Donc c'est pour ça que nous sommes toujours un petit peu réticents sur ces questions de primes. Cependant, il nous semblait important que nous ayons un geste de reconnaissance sur cet engagement. Financièrement, la possibilité de la commune d'aller jusqu'à 1 000 € était absolument impossible. On parle de 16 agents, c'était une somme qui était pas du tout possible dans le cadre de notre budget. Et donc, en discutant avec eux, la proposition est faite de leur proposer une prime identique à tous les agents, parce que c'est le choix que nous faisons, de donner une prime identique à tous nos agents, de 150 €, ce qui correspond à un total de 2 250 €.
pour vous donner… Excuse-moi, je précise juste, j'ai dit donc il y a 16 agents communes, titulaires et contractuels, et c'est 15 agents qui sont… C'est 15 qui sont concernés, effectivement, puisqu'on a une agent qui était en arrêt maladie de manière permanente sur toute la période et qui l'est encore d'ailleurs. Exactement. Voilà. Et peut-être aussi ce qu'il faut rajouter, c'est que évidemment le gouvernement propose cette prime, mais la collectivité supporte à elle seule le montant de cette prime puisqu'on n'a pas de compensation financière. Tout à fait. Voilà. Et rajouter également que pour donner un ordre de comparaison, par exemple la communauté de communes du Réolien Sud-Gironde, qui a, je crois, 150 et quelques agents, a versé cette prime qu'à une dizaine ou une quinzaine d'agents sur ces 150 agents. Et ça représente une dépense de 4 500 euros, je crois, pour l'ensemble de la communauté de communes du Réolien Sud-Gironde pour 150 agents. Ce n'est pas le choix qu'on vous propose. Voilà. Ce qu'on vous propose, c'est de reconnaître l'ensemble de nos agents pour leurs engagements. Certains ont travaillé pendant la période, on va dire, de confinement pur, d'autres moins, mais tous ont repris ensuite, depuis, pendant la période d'urgence sanitaire, ce qui nous permet de leur verser la prime d'une manière légale. Et puis tous sont sur le pont encore aujourd'hui, quoi. Voilà. Donc, c'est une proposition qui vise à effectivement reconnaître cet engagement fort et la reconnaissance du conseil municipal, de la collectivité, de cet engagement de nos agents. Voilà, de manière très symbolique, je le reconnais, mais qui a le mérite d'exister, ce qui ne nous empêche pas, et je le redis aux agents, et je les incite à chaque fois qu'il y a une journée de mobilisation, je ne suis peut-être pas dans mon rôle, mais de leur rappeler qu'ils nous trouveront toujours à leur côté s'ils se mobilisent pour obtenir une revalorisation salariale absolument nécessaire et qui est centrale. Et il y a un véritable mépris de la fonction publique en général à geler ainsi depuis des années leur rémunération. Est-ce qu'il y a des remarques peut-être là-dessus? Personne? Personne? Bon. On va le passer au vote. Est-ce qu'il y a une opposition à cette attribution de la prime exceptionnelle Covid? Est-ce qu'il y a une abstention? Non. Écoutez, je vous en remercie. C'est adopté à l'unanimité. Je pense que ça sera reçu tel quel par nos agents. On va passer maintenant à l'avenant de la convention tripartite AVL, Association Vacances Loisirs, la CDC du Réolais en Sud-Gironde et la commune, dans le cadre de la compétence accueil de loisirs, le mercredi et les vacances, qui sont confiées donc à l'association AVL par la communauté de communes du Réolais en Sud-Gironde. C'est la partie, vous savez, à LSH, la partie centre de loisirs, qui est assurée par la communauté de communes et qui utilise pour cela des locaux, à la fois les locaux de la maison du Tamon et également une partie les locaux de l'école maternelle pour les maternelles. Donc, il y a une convention qui a été conclue le 1er janvier 2018 entre la commune de Saint-Pierre et la AVL et la communauté de communes sur les conditions d'utilisation et les modalités financières de facturation de l'utilisation des locaux. Donc, la convention prévoit donc, dans son article 3 qu'on doit se retrouver chaque année afin d'établir un avenant qui regarde ce qui s'est passé pour l'année en cours en prenant en compte les charges suite à la clôture des comptes de ce qui s'est passé l'année précédente. Voilà. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'on a examiné donc un avenant, un deuxième avenant pour reconduire donc c'est le deuxième maintenant, pour reconduire la convention de 2020 et d'arrêter les charges selon les comptes 2019
qui ont été adoptés dans le compte administratif correspondant à cette année. Voilà l'objet de la délibération qui fait l'objet de discussions préalables, bien évidemment, avec AVL et avec la communauté de communes. Tu veux rajouter quelque chose, Anna ou Non, peut-être signaler que dans les documents annexes que vous avez eu à la convocation, vous avez vu, il y a à la fois la proposition d'avenant. Une des seules modifications notables, c'est que d'habitude, on propose un versement en 2 fois à l'association AVL pour des questions de trésorerie. Et là, on a demandé exceptionnellement de pouvoir prévoir le reversement de la somme indiquée en une seule fois, au vu du retard qu'on a pris cette année pour la rédaction de cet avenant, considérant la crise sanitaire. Vous avez eu également le tableau avec le détail. Donc, vous voyez que les bâtiments concernés, c'est le restaurant scolaire, puisqu'AVL utilise le bâtiment et les agents, l'ensemble des services associés pour les prises de repas. L'école, partie maternelle, mais également le Meal Club. le Meal Club, voilà. Donc là, sur le total, alors on est à 12 000 cette année. Je ne sais pas si vous avez le bon tableau. On est à un peu plus de 12 000 cette année, ce qui représente une augmentation de un peu moins de 5% par rapport à l'année dernière. Cette augmentation est due à une application de ce qu'on appelle le P3, c'est-à-dire les sommes que la commune met de côté chaque année si elle venait à devoir renouveler ses équipements de chaudière, et ça notamment au club et au restaurant scolaire. Et ça correspond également au rattrapage d'une facturation Sogelo, puisque le délégataire avait fonctionné surtout par estimation. En 2018, il n'y avait pas eu de relevé, et donc on a eu un relevé. En 2019, on a eu un rattrapage important. Voilà, donc on est sur un tableau légèrement supérieur, mais ça a été vu avec le directeur d'AVL et validé par lui ce jour. On attend juste la dernière validation de la communauté de communes et du conseil, bien sûr, ce soir, pour pouvoir faire signer les différents documents. OK. Des remarques, des questions? Personne? Bon. Je le passe au vote. Donc, est-ce qu'il y a une opposition à cet avenant? Non. Est-ce qu'il y a une abstention? Non. Je vous remercie. On l'adopte à l'unanimité. Merci beaucoup. On passe à une nouvelle délibération, en fait, que les élus et anciens élus, notamment ceux qui sont spectateurs ce soir de notre conseil, n'ont pas connu. Alors, en tout cas, pas dans le cadre du conseil municipal. C'est l'adoption du règlement intérieur du conseil municipal, puisque c'est la première fois qu'à Saint-Pierre-d'Aurillac, nous sommes amenés à voter ce règlement intérieur, puisque c'était jusque-là réservé aux communes de plus de 3 500 habitants, et que depuis la loi de 2015 portant sur la fameuse loi portant sur la nouvelle organisation territoriale de la République, qui nous a, cette fameuse loi NOTRe, sacrément embêté lors du dernier mandat, imposait donc que lors du renouvellement du conseil municipal et dans les 6 mois qui suivaient ce renouvellement, il fallait procéder dorénavant pour les communes de plus de 1000 habitants à l'adoption de ce règlement intérieur. C'est donc dans ce cadre-là qu'on a à l'adopter. On vous l'a fait passer préalablement. Vous dire que ce n'est pas un exercice forcément très, très évident pour ce qui nous concerne, parce que effectivement, c'est quelque chose qui, en tout cas dans les modèles que l'on retrouve pour les rédiger, etc., s'appuie beaucoup, et c'est normal, sur les articles de loi du Code général des collectivités territoriales. C'est l'essentiel même du document. Ça reprécise les contraintes légales d'un fonctionnement du conseil municipal. Et après, il y a toute une série de clauses généralement qu'on retrouve dans les documents qui nous sont soumis par l'AMF pour pouvoir servir de trame à ces règlements, qui
souvent colle plus à une réalité effectivement de collectivité plus importante, avec des fonctionnements quelquefois par groupe, avec une opposition, avec des choses comme ça, qui n'existaient pas forcément dans notre conseil municipal. Donc l'idée était de vous faire une proposition qui soit à la fois reprenant le cadre légal sur lequel on ne peut pas s'échapper, tout en le laissant le plus souple possible pour pouvoir permettre le fonctionnement d'une instance délibérative comme notre conseil à l'échelle d'une commune de notre strate de 1300 habitants, et qui bien sûr fonctionne quand même beaucoup plus en souplesse, même si nous nous appliquons depuis longtemps maintenant des règles, notamment sur le fait que vous receviez les documents, qu'il y ait une note de synthèse préparatoire, etc., envoyée 5 jours avant et pas 3 jours avant. Je crois que non, voilà, on va au-delà de ce que la loi nous oblige à faire depuis des années, et c'est très bien comme ça, et que c'est un choix là aussi politique. Mais dans le règlement intérieur du conseil municipal, l'idée c'était d'avoir un fonctionnement le plus souple possible, ce qui nous permettra effectivement de peut-être mettre en œuvre nos propositions que nous avions mis en avant dans la campagne électorale, c'est-à-dire que lorsqu'on pourra retrouver un fonctionnement entre guillemets normal de notre conseil, de pouvoir le rendre beaucoup plus participatif avec le public notamment, et pouvoir intégrer cette dimension. Voilà, donc le règlement intérieur vous a été présenté. J'ai eu assez peu de remarques. J'ai eu tout à l'heure des remarques qui m'ont été faites. Donc, je vais vous inviter à les regarder dans vos documents par Christian, que je partage complètement. La première modification qu'on pourrait vous proposer que je vous proposerai dans le document, vous en direz ce que vous en pensez. Après, je vous laisserai la parole, mais d'ores et déjà prendre en compte, c'est dans l'assiduité. Dans l'assiduité, l'article 15, page, vous voyez l'article 15, assiduité, il y a l'article 21-25-5 du Code général des collectivités territoriales qui rappelle que tout membre d'un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif. Le refus résulte soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation. Le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d'1 an. Et donc, on vous proposait donc de rajouter là-dessus quelque chose qui correspondait précisément aux membres du bureau qui ont reçu délégation du maire et pour cela sont indemnisés, puisque vous savez le conseil élit le maire et les adjoints, et ça, il ne s'agit pas d'y revenir, mais que les délégations de fonction, c'est bien les délégations qui sont attribuées par le maire et qui justifient notamment en partie l'indemnisation qui peut être perçue. Et donc, dans ce cadre-là, il y avait l'idée de venir, ce qui n'est pas notre cas, mais c'est de prévoir, évidemment pas, parce que le bureau travaille beaucoup, mais de venir en cas d'absence injustifiée et répétée des adjoints et conseillers délégués lors des séances de commission relevant de leur responsabilité d'envisager toute mesure et notamment, si les circonstances l'exigent, de procéder à une suspension des délégations. La proposition, c'était que ce soit le maire qui le décide, parce que c'est vrai que les délégations sont données par le maire, mais après discussion avec Christian, je pense qu'il a bien raison. Je pense qu'on pourrait modifier ce passage en disant, en prenant directement le maire, virgule, donc on enlève le conseil, laisse la possibilité, on commencerait par le maire, virgule, après avis du conseil, peut envisager toute mesure, et notamment si les circonstances existent, de procéder à une suspension des délégations. Vous voyez, de donner un caractère beaucoup plus collectif à cette discussion et à cette réflexion, même si, bien sûr, in fine, la délégation étant du maire, ça reviendra, mais qu'il y ait une discussion sur ces questions-là, si jamais nous devions, mais ça n'arrivera jamais. Est-ce que ça te va, Christian, comme modification?
Rallume ton micro. Non, non, toujours pas. Christian, il faut que tu allumes le micro. C'est pas toi qui dois lui remettre? Non, moi, je peux juste lui envoyer une invitation. Je t'envoie une demande de réactivation de micro, Christian. Voilà, Voilà, c'est fait. ouais. C'est fait, c'est bon. Oui, moi la première chose, c'est quand on a un amoncellement de lois et autres règlements, et puis que l'on nous demande en plus de rajouter une strate sous la forme d'un règlement intérieur, ça me fait toujours un petit peu peur. La deuxième chose, c'était dans cet article 15, c'était écrit le Conseil laisse la possibilité au maire. Ça veut dire que le Conseil, in fine, allait abandonner une part de son pouvoir, en quelque sorte, de vote, d'expression, et de laisser directement au maire. Moi, je trouve qu'on fonctionne en collectif au maximum, et qu'une mesure comme celle-ci ne peut pas être laissée seulement au maire, donc le laisser tout seul dans une difficulté éventuelle. Donc c'est vraiment quelque chose qui me semblait être nécessairement pris collectivement, et c'est pour ça que voilà, je l'avais écrit. Pardon à tous, hein, je vous présente mes excuses. Je l'avais écrit et puis je ne sais pas trop ce qui s'est passé avec le mail. Il a oublié d'envoyer le mail. Toujours est-il qu'il n'est pas parti en tout cas. Et donc ni les uns ni les autres n'ont pu l'avoir. Merci. Est-ce que la modification te va, Christian? Ah oui, moi, ça me va comme ça. Avec la formalisation dans cet esprit-là. Ouais. Voilà. Est-ce que ça va à tout le monde, cette modification, d'ores et déjà? Oui. Oui, c'est bon pour tout le monde? Super. Donc, on l'adopte, enfin, quand on votera le règlement tous ensemble, on le votera avec cet amendement, avec cette modification d'écriture. La deuxième modification que je vous propose, c'est l'article 22, débat ordinaire. C'est aussi Christian qui m'a alerté sur cette disposition. Et là aussi, je partage complètement son avis. C'était dans les débats ordinaires. Ça fait référence, pour pouvoir comprendre pourquoi on a besoin de discuter de ça, c'est que ça fait référence à l'article 20, vous voyez, police de l'Assemblée, qui parle donc de l'article 21-21-16 du CGCT, qui rappelle donc l'article de loi, puisqu'il est cité par in extenso. Le maire a seul la police de l'Assemblée. Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre. En cas de crime ou de délit, il en dresse un procès-verbal et le procureur de la République en est immédiatement saisi. Voilà. Il appartient au maire ou à celui qui le remplace de faire observer le présent règlement. Donc, dans l'article 22, il est dit donc la parole est accordée par le maire aux membres du conseil municipal qui la demande. Aucun membre du conseil municipal ne peut prendre la parole qu'après l'avoir obtenue du président, même s'il est autorisé par un orateur à l'interrompre. Voilà, c'est tout simplement ce qu'on s'applique déjà, c'est-à-dire pour tout simplement que nos débats soient audibles, les membres du conseil municipal prennent la parole dans l'ordre chronologique de leur demande. Bon, c'est rarement le cas, mais ça peut arriver. Voilà. Et donc, on mettait, lorsqu'un membre du conseil municipal s'écarte de la question traitée ou qu'il trouble le bon déroulement de la séance par des interruptions, des attaques personnelles, la parole peut lui être retirée par le maire, qui peut alors faire, le cas échéant, application des dispositions prévues. Voilà. Je trouve, et je suis d'accord avec Christian, que là encore, ça renforce énormément. C'est vraiment des dispositions qui existent dans des règlements intérieurs de grosses collectivités où, d'abord matériellement, si vous avez affaire effectivement à un conseiller municipal, je ne peux pas dire, mais souvent on a vu ça dans certaines collectivités au siège des conseillers municipaux, par exemple du Rassemblement national ou du Front national, qui en ont fait des oppositions personnelles extrêmement stériles et toujours fortes. Et que généralement, dans ces collectivités, le maire il coupe le micro et permet que les débats puissent s'exercer de manière plus sereine, sans être pollués par ce genre d'intervention. Bon, dans notre fonctionnement à nous, très honnêtement, l'article 20 le permet d'ores et déjà. Je ne pense pas que cette phrase soit absolument utile. Ça me semble un peu redondant. Et en plus,
en plus inapplicable, parce que imaginons qu'un jour, arrivé au conseil municipal de Saint-Pierre-d'Aurillac, un élu ou une élue qui se comporterait de cette manière. Après, on voit bien les présidents de la République américaine ou autres qui peuvent faire ce genre de choses. Mais ça peut nous arriver aussi. Je serais bien dans l'incapacité de faire taire la personne. J'ai pas de micro, vous n'avez pas de micro, à part si on est en visio. Et que donc, ça me paraît vraiment redondant. Voilà. Donc, moi, je vous propose de supprimer cette phrase-là, voilà, tout simplement, et de reprendre simplement sous peine d'un rappel à l'ordre. Voilà. Donc, d'enlever lorsqu'un membre du conseil municipal jusqu'à l'article 221-16, c'est-à-dire qu'on rappelle encore ce qui a été dit dans l'article 20. Je ne vois pas trop l'intérêt. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez. Très bien. Ça te va, Aude? Oui, ouais. Parfait. Pas de remarques pour les autres, on est d'accord là-dessus? On l'enlève? Bon, très bien. Est-ce qu'il y a d'autres remarques sur ce règlement intérieur? Non. Personne n'a pris la parole là, non? C'est bon? C'est bon pour tout le monde? Bon, je vais le passer au vote. Qui s'oppose à ce règlement intérieur? Pas d'opposition. Qui s'abstient? Écoutez, je vous remercie. Il est adopté donc à l'unanimité et on va continuer à fonctionner comme nous avons l'habitude de fonctionner en essayant de faire vivre le plus possible la démocratie au sein de notre conseil et le travail collectif. Alors, je reprends l'ordre, excusez-moi, du conseil. On va passer donc maintenant à la convention opérationnelle avec l'association de coopération entre acteurs du développement, autrement dit l'ACAD, et pour ceux qui la connaissent, menée par Mireille Murawski et Roland Oswald, qui sont nos partenaires depuis très longtemps dans le cadre de nos coopérations décentralisées de la commune, qui nous ont accompagnés sur la précédente coopération que nous avions avec Toubas en Palestine et qui nous accompagnent désormais dans la coopération que nous avons engagée avec Mossodougou au Burkina Faso. Et donc, on a besoin de passer cette convention opérationnelle pour pouvoir effectivement faire circuler l'argent que nous percevons dans le cadre de cette coopération par différents partenaires, notamment l'Agence de l'eau, le ministère des Affaires étrangères, peut-être de la région de Maine. Et c'est bien la collectivité, c'est-à-dire Saint-Pierre-d'Aurillac, qui perçoit ces subventions, mais qui les reverse, sert en quelque sorte de boîte aux lettres pour que cet argent, par le biais de l'ACAD, serve précisément et directement sur des opérations très concrètes sur le terrain, notamment sur toutes les opérations dans le cadre de l'assainissement ou de l'adduction d'eau, dans le cadre des budgets très importants qui sont alloués par l'Agence de l'eau. Donc, c'est l'objet un peu de cette délibération, c'est de montrer, donc de pouvoir vous montrer que je puisse signer cette convention opérationnelle avec l'ACAD. Et on vous a mis dans le tableau, en quelque sorte, ce que ça peut représenter pour les prochaines années et ce que ça permet de débloquer comme argent. Ce qui me semblait important à montrer, après je te laisserai peut-être la parole, Aude, mais c'est de montrer que l'engagement politique de notre conseil municipal dans la décision, comme nous l'avions fait avec la Palestine, de s'engager dans une coopération décentralisée, c'est une décision politique qui nécessite un engagement financier de notre commune de 2 500 € par an, mais qui à l'arrivée permet de débloquer 142 000 €
auxquelles il faut encore rajouter, si on devait aller un peu au-delà, les participations de Farg de Langon et peut-être demain du Conseil régional si on devait avoir une réponse positive du Conseil régional. Mais vous voyez que d'ores et déjà, c'est un effet de levier considérable. C'est déjà ce que l'on avait vécu dans notre coopération décentralisée précédente avec Toubaz, puisqu'on avait réussi, avec ces mêmes sommes, à l'arrivée à développer un réseau d'adduction d'eau et un début d'assainissement collectif sur ces régions. Et que voilà, c'est intéressant de voir qu'une petite collectivité, lorsqu'elle ne s'interdit pas de s'intéresser à ces questions, elle a une capacité d'entraînement et qui peut avoir des répercussions extrêmement importantes sur le terrain pour des populations, que ce soit nos amis palestiniens ou nos amis burkinabés maintenant, qui en plus des questions de développement, d'accès à l'eau, etc., subissent et les uns et les autres, pour nos amis palestiniens, une occupation historique de la part d'Israël, des blocus et des empêchements administratifs et politiques et économiques de développement absolument majeurs. Mais en plus, pour nos amis burkinabés maintenant, en plus de la pauvreté, de la faiblesse de développement, ils subissent les assauts des djihadistes qui profitent de ce terreau de misère pour en rajouter dans la violence et le recul de civilisation dans cette partie du monde. Et donc, ils ont encore plus besoin, peut-être encore qu'avant, qu'on ne les abandonne pas et qu'on fasse jouer la solidarité. Donc, voilà l'objet de cette convention, de l'autorisation que vous me donneriez à signer cette convention. Peut-être laisser la parole, je ne sais pas si Aude, tu veux en rajouter un petit mot à ce que j'ai dit ou... Non, c'était très complet, parfait. Tout a été dit. Non, mais c'est essentiel de continuer à s'engager. C'est une certitude, la CAN nous le confirme. On sait très bien que ces coopérations, on est une très petite commune, c'est vrai, être engagé dans une coopération, on est rare. Hein. Souvent, c'est des grosses collectivités. Et oui, moi, je pense que c'est vraiment, il faut réaffirmer notre engagement, c'est essentiel, quoi. Peut-être ce qu'on pourrait rajouter, c'est que la CAD, comme l'a dit Aude, c'est beaucoup de collectivités qui s'engagent dans la coopération décentralisée, sont souvent des beaucoup plus grosses collectivités, des conseils départementaux, des conseils régionaux ou des grandes municipalités qui ont en interne souvent un service de coopération qui travaille, des services internes qui travaillent sur ces questions. C'est bien évidemment pas notre cas. Et que donc, nous avons, nous, besoin de la CAD, de leur expertise technique et opérationnelle, financière, opérationnelle, leur réseau de connaissances. Et là, on en voit toute la richesse et toute l'importance dans le cadre de notre travail en Afrique, qui paradoxalement est peut-être encore plus compliqué actuellement que ce que nous avions pu connaître en Palestine. Parce que beaucoup plus dangereux, beaucoup plus incertain, beaucoup plus fluctuant. Sans la CAD, on serait dans l'incapacité de mener ce type d'opération. Deuxième chose, c'est que cette ONG, donc la CAD, qui travaille sur ces questions depuis très très longtemps, donc à ces réseaux sur place, travaille toujours. D'abord, valide les décisions politiques, les orientations sont bien décidées par les collectivités. C'est toujours nous qui portons ces décisions. Nous avons des réunions très régulières de la commission sur ces questions. Mais par contre, la CAD a la possibilité, parce qu'elle a d'autres coopérations en Afrique et dans le secteur, au Burkina, au Sénégal, au Mali, de pouvoir mutualiser en quelque sorte les coûts de mission. C'est-à-dire que, bien sûr, quand ils se déplacent, ils ne viennent pas que pour la coopération de Saint-Pierre-d'Aurillac. Ils font une mission en Afrique et ils vont visiter les collectivités avec lesquelles ils travaillent dans le cadre de coopération avec d'autres collectivités françaises et qui sont dans le secteur. Et ça permet de mutualiser pour toutes nos collectivités qui nous engageons,
au maximum les frais de mission, on les mutualise, ce qui nous permet d'avoir le maximum d'argent qui vont directement aux opérations sur le terrain. Puis enfin, si j'ai une dernière chose à dire, c'est que évidemment, et c'est encore plus vrai maintenant à cause des conditions dans lesquelles on se retrouve pour travailler au Burkina, le choix est fait par la CAD et par sa connaissance du terrain très fine et très ancienne de travailler exclusivement, bien sûr, avec des entreprises, avec des artisans locaux qui sont très, très proches du terrain et avec toujours le souci d'à la fois en faisant faire les travaux par les entreprises locales, l'ingénierie, la maîtrise d'œuvre et les travaux, mais aussi de mettre en place les outils d'entretien et de gestion des équipements pour que tout ça dure dans le temps et que nos amis burkinabés demain puissent être totalement autonomes pour gérer ces infrastructures si importantes pour eux. Voilà. Oui, vas-y Agathe. Alors, attends, j'attends mon son. Ouais, juste dans l'article 3, là, dans le document joint, il y a juste une coquille sur la participation financière du ministère des Affaires étrangères. Il y a marqué 20 000 en chiffres et 30 000 entre parenthèses. Ah, d'accord. Si j'ai bien vu. Où ça? L'article 3, ah, c'est dans les... Oui, oui, d'accord. Ouais, 30 000 euros. Ouais, c'est une coquille, hein. C'est 20 000. Coquille, ouais, ok. C'est 20 000 le bon chiffre. Ouais. On aurait bien aimé 30 000. Le commentaire de Philippe dans le chat aussi. Merci. Pareil, oui. La faute d'orthographe aussi. Okay. D'autres remarques? Oui, Agathe, vas-y. Estelle, pardon. C'est Estelle qui a demandé la parole. Oui, allume ton micro, Estelle. Ah, voilà. Juste, FARC de Langon, il s'engage sur les mêmes sommes, enfin de la même façon avec la nouvelle municipalité? Oui. D'accord. Oui, tout à fait. C'est vrai que je veux pas. C'est vrai que FARC de Langon a toujours été dès le départ avec Saint-Pierre engagé sur la coopération, que c'était beaucoup dû à l'engagement de Pierre Auger, il faut le reconnaître. Et d'ailleurs de Michel Hilaire de notre côté aussi, hein, à Saint-Pierre. Là, bien sûr, Pierre, vous l'avez vu, a passé la main. C'est donc M. Roncoli qui est devenu le maire de Fargues. Et on a eu une rencontre tout de suite après l'élection cet été. Je ne me rappelle plus quand est-ce qu'on a eu cette rencontre avec eux. Non, avant l'été, je pense. Avant l'été même, hein, ça a été très rapide. Hein. Oui. Où ils se sont réengagés, peut-être même encore plus fortement, parce que peut-être plus collectivement, dans cette opération de coopération et avec le même niveau d'intervention que nous, c'est-à-dire 2 500 €. Et voilà. Et ils ont participé à la dernière commission, il est venu. Voilà. Ça nous semble quand même intéressant. Commission exclusivement ou presque féminine. Mais ce n'est pas une obligation. Hein. Non, c'était une constatation. Voilà. Après, ce que je voulais rajouter aussi, c'est que la CAD, c'est vraiment nos yeux sur le terrain, en fait. Parce que très souvent, les coopérations, notamment vers les pays du Sahel, sont très compliquées. Donc, Stéphane l'a dit avec le contexte terroriste. Et en fait, avant, c'est vrai que régulièrement, les missions d'élus étaient beaucoup plus régulières. Donc, les Burkinabés venaient chez nous, on allait chez eux, etc. Là, ça devient quasi impossible. Et c'est vrai que la CAD, de par leur finesse de connaissance du terrain et les relations qu'ils ont créées avec les pays d'Afrique depuis de nombreuses années, ils ont la faculté d'être de vrais petits caméléons qui se faufilent partout. Ce que nous, on n'est encore pas capable de faire. Mais du coup, c'est vraiment nos yeux sur le terrain et c'est eux qui peuvent vraiment suivre la coopération. Parce qu'en plus, avec l'Afrique, c'est pas comme avec la Palestine. Les visios, c'est pas possible. Voilà, donc c'est très compliqué de communiquer avec nos... C'est encore plus compliqué avec nos amis burkinabés qu'avec nos amis palestiniens. On a réussi plusieurs fois à faire de la visio, notamment avec Toubas.
ce que l'on ne peut absolument pas faire avec Mossodougou, puisqu'ils n'ont même pas d'électricité ou très peu d'électricité. C'est ça. Voilà. D'autres remarques? Non? Donc, je vous propose de voter cette délibération. Est-ce qu'il y a une opposition à ce que je puisse signer cette convention d'engagement politique et financier? Est-ce qu'il y a une abstention? Et je vous remercie. C'est adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. La dernière délibération que nous avons à l'ordre du jour de ce conseil municipal, c'est l'autorisation de recrutement concernant notre directrice générale des services, puisque vous le savez, Anna Lofoker nous a fait valoir son envie de rejoindre ses attaches familiales et sentimentales dans la région toulousaine, et que donc elle partira, je crois, Anna, c'est ce que tu nous as dit au bureau. Je serai officiellement en disponibilité si M. Versine l'arrêtait le 1er janvier 2021, et comme je solde mes congés, je partirai de manière effective le vendredi 4 décembre. Voilà. Et que donc nous devons bien sûr la remplacer, qu'on a donc recruté pour cela Élodie Izquierdo, qui est attachée territoriale, mais qui est encore au travail sur sa collectivité administrativement. Et que donc on a besoin de pouvoir faire un recrutement que l'on va faire sur une démarche contractuelle dans un premier temps pendant donc jusqu'à excusez-moi, jusqu'au 1er septembre 2024. Jusqu'au 1er septembre. Merci Anna. Voilà. Avec bien sûr la possibilité ensuite de pouvoir la prendre sur le tableau des emplois permanents, des titulaires surtout. Est-ce qu'il y a une remarque? Oui, Christian. Je vais essayer de t'inviter. Attends, Christian, on n'entend pas. Christian, je t'ai envoyé une demande. Voilà. Non, juste que pour souligner une petite erreur, quoi, la création, c'est pas au 1er janvier 2020. Oui, tu as raison. Au 1er janvier 2021. Voilà. Exactement. Oui, c'est pas rétroactif l'affaire. Voilà. C'est même au 1er décembre 2020. Ça sera plutôt et plus exactement 1er décembre. Hein, voilà, 1er décembre. Vous avez l'œil aiguisé ce soir, hein, tout ça. C'est un conseil d'œil de C'est bien. 1er décembre 2021, exactement. Il y a une remarque particulière sur ce recrutement? Donc, vous m'autorisez, pas d'opposition, pas d'abstention? Écoutez, je vous remercie, c'est adopté à l'unanimité. Je pourrais donc faire ce recrutement et je vous en remercie pour nos services. Peut-être pour le public qui n'assiste pas, qui n'avait pas pu assister à nos précédents conseils, Élodie Izquierdo de Vega est donc attachée territoriale, elle est en tout début de carrière, hein, comme Anna. C'est une professionnelle qui a une expérience assez étoffée, malgré sa jeune carrière, dans notamment le travail social, qui a été la base de son travail. Et qui a travaillé longtemps en Guyane, notamment, et qui est d'origine de Saint-André, du Bois. Donc, c'est quelqu'un qui
a passé son enfance, son adolescence, une famille connue de viticulteurs sur Saint-André. Donc, elle connaît bien la commune. Elle avait très envie de venir nous rejoindre et de venir travailler pour Saint-Pierre, pour ses valeurs, pour ce que nous représentons. Et donc, on est très, très heureux de pouvoir l'accueillir très bientôt au poste de DGS de notre collectivité. Voilà. Je n'ai pas de remarques particulières. Je vais vous donner peut-être 2 informations avant de vous laisser la parole si vous aviez d'autres choses à aborder. Stéphane, est-ce que je peux juste oui, me permettre de dire un mot? Bien sûr. Normalement, partant le 4, j'espère que j'aurai l'occasion de faire un dernier conseil. Ah oui, je considérais que tu avais encore un conseil, moi. Hein. Voilà, mais j'espère qu'il ne sera pas repoussé avec les divers rebondissements sanitaires. Je garde donc pour ce moment-là quelques petits mots à l'attention voilà, du conseil, parce que j'espère aussi avoir l'occasion de le faire en vrai et pas en visio. Déjà que je vais être privée d'un pot de départ, j'espère pouvoir vous dire un mot dans cette salle et pas qu'en visio. Voilà. Ouais. On fera quelque chose quand même. Hein. On trouvera le moyen d'avoir quand même un moment un peu plus convivial que par écran interposé. Enfin, je l'espère, vraiment. Merci. Voilà. Ça serait quand même bien. Juste deux informations à vous donner. La première, c'est que nous avons été obligés d'acheter un four pour le restaurant scolaire, un four à vapeur qui est tombé en panne et qui est daté déjà de plusieurs 14 ans, 14-15 ans, voilà, et donc qui était en fin de vie. Donc on a validé l'achat d'un four vapeur pour 8 500 € TTC. Voilà, donc c'est une dépense qui n'était pas prévue forcément à notre budget. Je voulais vous en donner l'information, mais qu'on a pu absorber malgré tout sans faire une DM ce soir. C'est pour ça que vous n'avez pas eu de DM. On avait la possibilité de pouvoir quand même le prendre sur nos investissements malgré tout. Donc, nos agents ont un four tout neuf au restaurant scolaire. Ça me permet de faire un tout petit point sur… Tu voulais prendre la parole, Félix? Non? Non, d'accord. Faire un tout petit point sur le restaurant scolaire, parce que Sandra n'est pas là, donc je le fais à sa place. Et sur là aussi les adaptabilités, les adaptations de nos agents qui sont remarquables vraiment, puisque vous le savez, l'État, dans le cadre de ces séquences-là de confinement, reconfinement, urgence sanitaire, envoie à l'éducation nationale, aux collectivités, les protocoles extrêmement tardivement. Nous avions travaillé avec nos services du restaurant, les élus de la commission enfants-jeunesse, et bien sûr Anna, des protocoles un peu plus durs pour pouvoir permettre de ne pas se retrouver dans une situation en cas de confinement plus important, d'être obligé de fermer la restauration comme nous avions été obligés de le faire la première fois. Donc, on a travaillé sur ce scénario avant que les protocoles n'arrivent, mais tout était prêt. Voilà, on était en capacité de mettre en œuvre cette restauration. Et puis finalement, bon, on peut revenir à un fonctionnement un peu plus normal parce que le protocole sanitaire nous le permet. Mais je voulais quand même ce soir signaler quand même et remarquer cet engagement à la fois de nos équipes en général, mais je voulais faire un focus pour ces agents qui interviennent à l'école, au restaurant scolaire et qui sont comme ça dans la souplesse, l'adaptation et la réactivité de manière vraiment, vraiment, vraiment exceptionnelle, puisque quelquefois les consignes, les ordres, les contre-ordres leur sont donnés dans le week-end avant même de commencer à travailler ou tout simplement le lundi matin, quand on n'a pas pu les voir. Bon, je suis bluffé. Je pense que c'est important que là aussi
la population et les élus ont bien conscience du niveau d'engagement qui est remarquable. Vraiment, je voulais le dire. Vous dire également… Oui. Excusez-moi si je peux me permettre de rajouter aussi d'un point de vue organisation des services. Bien sûr, je m'associe tout à fait à la reconnaissance du travail exceptionnel des équipes. J'en profite tous les jours. Et je voulais souligner pour les élus que c'est possible aussi parce que le Conseil a fait le choix dans cette collectivité d'avoir le poste d'Agnès, qui est notre responsable de service et diététicienne professionnelle. C'est un poste qui n'est pas reconnu dans toutes les collectivités et qui fait un gros travail de manière générale pour l'approvisionnement local et la qualité nutritionnelle de tout ce qui est servi au restaurant scolaire. Et sa compétence et son expertise ont été plus que précieuses depuis le début de la crise sanitaire, notamment pour travailler tous ces protocoles et pour encadrer tous les changements de fonctionnement si cela était nécessaire, en toute sécurité pour les enfants et pour les résidents de la RPA qui bénéficient aussi de nos repas. Voilà, ça c'est grâce aussi au choix qui a été fait depuis longtemps par la collectivité. Merci Anna, c'est vrai. Une autre information, je parle sous le couvert de Myriam qui suit ce dossier et qui pourra peut-être prendre la parole tout à l'heure. Juste vous informer que nous avons eu une réunion supplémentaire avec les services d'Orange et dans le cadre de l'installation de la fibre sur le village. Vous l'avez vu dans le petit journal, puis vous l'avez vu cet été, les travaux ont commencé notamment pour faire passer les fourreaux. C'est passé aussi dans les circuits enterrés dans le bourg. Mais on a une problématique qui vient de se faire jour sur la rue de la Manne, puisque les fourreaux orange qui font passer le cuivre ne permettent plus d'accepter le passage de la fibre. Il n'y a plus de place, voilà, pour faire simple. Et donc, il y a la nécessité de déposer, de faire une tranchée sur toute la rue de la Manne. Donc, on a eu une réunion avec les services d'Orange et les entreprises qui devraient intervenir assez rapidement, puisque Myriam, tu me diras, mais je crois que c'était Sam qui nous avait dit. Attends, il faut lui redonner le micro. Alors, je t'envoie une invitation, Myriam. Voilà. Oui, les travaux devraient se faire courant décembre. Voilà, courant décembre. Parce que là, ils nous pressent pour le devis, donc ils nous pressent sur les choix du revêtement pour pouvoir sortir le devis. Voilà. Donc, ça sera sur la partie, quand on descend la rue de la Manne, sur la partie gauche, en descendant donc le trottoir gauche de la rue de la Manne. Il va falloir déposer le mobilier urbain, creuser sur toute la largeur du trottoir et sur toute la longueur de la rue de la Manne, pouvoir enfouir le réseau fibre. Et ensuite, ça sera rebouché avec, et c'est la demande que nous avons faite avec Myriam de manière express, et l'autorisation n'est valable qu'à ces conditions, de pouvoir bénéficier d'un revêtement en béton désactivé qui sera teinté autant que possible de manière la plus proche possible des pavés existants de l'autre côté. Il était difficile de pouvoir réinstaller des pavés, puis vous le savez, on aura systématiquement, quand on fera des travaux de voirie maintenant, plutôt à réinstaller du béton désactivé à la place de nos pavés, tout simplement parce que, comme nous ne pouvons plus utiliser, et c'est tant mieux, de produits phytosanitaires pour le désherbage, il est utile de pouvoir revoir ces revêtements, les pavés étant l'enfer et le cauchemar de nos agents, puisque c'est l'endroit où toutes les tiges, bien sûr, s'installent pour pousser, et ça demande un entretien colossal. Vous le voyez souvent passer avec la torche à gaz là, pour enlever les herbes. Donc, l'idée, c'est de remplacer par un revêtement en béton désactivé. C'est bien sûr beaucoup, beaucoup plus cher que ce que Orange était prêt à mettre au départ, mais la condition n'a pas été négociable pour ce qui nous concernait.
parce qu'effectivement, si on est amené à refaire la rue de la Manne dans son entier ultérieurement, on utiliserait bien entendu ce type de matériau beaucoup plus qualitatif. C'est pour vous donner un ordre d'idée, c'est ce qui est utilisé à Caudreau, dans le centre de Caudreau, dans la réfection, ou ce qui peut être utilisé à Saint-Mexan sur une partie des trottoirs dans le centre-bourg. Donc c'est pour vous donner, pour ceux qui en sont passés, l'idée de ce que ça peut représenter. Voilà. Myriam, tu veux rajouter quelque chose à ce que je viens de dire? Oui, juste que voilà. on a un petit peu regardé les coloris. Enfin, on se rapproche, on a trouvé quand même un coloris qui se rapproche pas mal des pavés qui seront de l'autre côté, qui seront à changer ultérieurement parce que ils nous prennent bien le côté gauche, mais pas le côté droit. Mais bon, c'est le côté gauche où il y en a le plus, donc automatiquement. Mais ça reste un gros chantier. Un gros chantier. On pourra aller jusqu'à l'école. Ils vont faire attention pour que ça ne soit pas trop bouché le matin au niveau de l'école. C'est ce qu'il disait, hein, parce qu'il faudra qu'il laisse un passage aussi pour rentrer sur le parking. On va essayer du mieux que possible à ce que ça ne gêne pas trop la circulation, mais ça va gêner la circulation dans la rue de la Manne. Voilà, et ça reste l'un de leurs plus gros chantiers à Orange, de leurs plus grosses surprises. Ça sera notre rue de la Manne, sur tout le secteur. Hein. Vous avez vu, à Caudreau, ils ont été obligés de tout recasser, mais ça leur coûte moins cher qu'à Saint-Pierre-d'Aurillac. Voilà. Oui, ils savent nous le dire, ça, oui. Mais on n'a pas cédé. On n'a pas cédé, on a voulu notre revêtement. Et maintenant, j'ai carrément affaire au maçon qui vient me déposer les trucs pour se faire le devis. Donc, Orange, maintenant, n'a plus qu'à se plier. Voilà, on essaye de faire au mieux. Voilà. Voilà, de toute façon, on aura une information des riverains. On va essayer de faire en sorte que ce chantier impacte le moins possible, effectivement, les riverains, les commerces qui sont déjà bien embêtés. Voilà. Mais en même temps, bon, il n'y a pas d'autre solution pour faire passer la fibre. Donc, on ne peut pas y couper. Voilà l'information que je voulais vous donner. Et pas de remarques sur ça, personne? La dernière, c'est pour la commémoration du 11 novembre demain. Vous dire que, et ça me permet comme ça d'en faire l'annonce au conseil municipal, et puis je vais me retrouver dans l'impossibilité de pouvoir animer cette manifestation demain matin, parce que bon, d'abord, c'est une manifestation qui est prévue par je ne sais pas comment on appelle ça, une ordonnance ou un décret. Une ordonnance de la préfète. Une ordonnance de la préfète qui nous demande de tenir les cérémonies à huis clos, sans public, peut-être quelques élus. Et c'est tout, et un porte-drapeau. Même les anciens combattants sont invités malheureusement à ne pas venir assister à ces cérémonies. C'est un vrai crève-cœur pour Serge Bertin notamment et nos anciens combattants du village. Mais voilà, c'est une demande express. Donc on le fera dans un format réduit. Et je pense que ça sera donc Aude qui va s'en occuper demain avec vous, avec tous les élus qui voudront bien y participer à 11h. Moi, je ne pourrais pas y être pour des raisons de prudence. Ma fille a été contaminée par le Covid, donc je suis qu'à contact à la maison. Et donc, je me suis fait tester pour la dernière fois pour lever les doutes ce matin, mais je n'aurai certainement pas les résultats demain matin pour pouvoir être autorisé à sortir. Donc, je suis désolé. Je ne vais pas pouvoir animer cette cérémonie qui me tient tant à cœur d'habitude. Mais je sais que Aude et puis les élus, mes collègues, je vous fais confiance pour animer cette cérémonie. Voilà. On se donne rendez-vous à 11h au monument 11h à la mairie plutôt. On va, à la mairie oui. 10h45 à la mairie, on a la gerbe à descendre, tout ça, pour le porte-drapeau, c'est tout ici. Donc on va se donner rendez-vous à 11h moins le quart. D'accord. Ouais. Et peut-être que vous me verrez arriver si effectivement j'ai la bonne nouvelle demain matin. Je suis sûre que tu vas me faire le coup. Tu vas arriver, c'est sûr. Ah, je sais pas. Bon. Tu t'es fait tester à l'hôpital, Stéphane? Non, je me suis fait tester au labo à l'Aréole.
Mais Dans la narine? comment? Dans la narine? Oui, oui, oui. Ah oui, Pourquoi? d'accord. Je ne crois pas qu'il y ait des tests ailleurs. Aude. Il y en a qui t'ont fait croire ça, c'est que c'était pas ça. Hein. Tu t'es fait avoir. Voilà. Non, non, effectivement. Et non, mais normalement, les résultats arrivent vite, mais bon, voilà, on verra. Est-ce qu'il y a d'autres questions que vous voulez qu'on aborde avant qu'on lève cette séance? Personne? Personne? Écoutez, à ce moment-là, notre conseil municipal est terminé.